Bonjour, je m'appelle Nicolas Barry-Donchamp, je suis chef de clinique en urologie à l'hôpital à Paris et c'est moi qui vais vous faire la conférence de D4. Le but de cette conférence est essentiellement méthodologique, hein. Vous connaissez votre cours, vous êtes en D4, vous avez déjà vu le programme plusieurs fois, donc j'insisterai surtout sur la logique des cas cliniques, comment vous devez répondre aux questions, comment est-ce que vous devez rédiger l'observation, et je m'attarderai moins sur le cours que vous devez connaître normalement en D4. Donc on va commencer tout de suite avec le premier cas clinique. Donc c'est un cas clinique très simple, un énoncé qui ne pose absolument aucun problème, un énoncé court. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de retrouver les mots importants dans ce cas clinique. Évidemment, il s'agit d'une femme qui est jeune et qui est enceinte. Donc déjà, ça vous situe le contexte, hein. Ce n'est pas uniquement un cas clinique d'urologie, c'est un cas clinique de gynécologie, un cas clinique assez horizontal. Donc d'emblée, vous devez vous arrêter sur ces mots-clés qui sont très importants et qui vont revenir tout au long du cas clinique, bien sûr. Cette patiente, elle a une douleur typique, une douleur spécifique. Je pense que personne n'a eu de problème là-dessus. Une douleur lombaire qui irradie vers le bas. Ça, c'est une douleur de colique néphrétique. C'est un symptôme. La colique néphrétique, c'est un symptôme. Ça veut juste dire que c'est une douleur liée à une hyperpression dans les cavités rénales. Je pense que ça, c'est dans le cours, ça ne pose pas de problème. Ce qui est particulier avec cette douleur, c'est qu'elle a lieu dans un contexte d'apyrexie. Donc on pense d'emblée à une colique néphrétique simple, donc sans pyélonéphrite obstructive. Alors, est-ce que cette patiente va avoir une insuffisance rénale? On doit se poser la question, mais pour l'instant, on n'a rien, on n'a absolument aucune indication là-dessus. Cette douleur, elle est isolée, donc colique néphrétique isolée, et comme vous devriez faire systématiquement à toute femme enceinte qui se présente aux urgences, cette patiente a une échographie, un enregistrement électrocardiographique, électrocardiotocographique qui sont normaux. Vous faites des examens aux urgences, une bandelette urinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette bandelette urinaire? Il y a du sang, c'est à peu près tout. Avoir du sang, donc une hématurie microscopique à la bandelette urinaire, on ne vous dit pas que les urines sont rouges, donc a priori c'est une hématurie microscopique. C'est tout à fait anodin, tout à fait banal dans un contexte de colique néphrétique. On lui fait une numération sanguine qui est normale. On lui fait un dosage de la créatininémie qui est normal. Donc ça, c'est l'autre élément auquel vous avez pensé même avant de le voir. Vous vous êtes posé la question, colique néphrétique, il faut penser à la fièvre, il faut penser à l'insuffisance rénale. Là, vous vous êtes rendu compte qu'elle n'avait aucun critère de gravité, donc c'est une colique néphrétique simple. Donc pour résumer cet énoncé, c'est une patiente enceinte qui a une colique néphrétique simple. La première question, on y a déjà répondu. Quel est le diagnostic? Quel est le diagnostic que vous posez aux urgences, puisque vous êtes l'interne qui accueille cette patiente aux urgences? Cette patiente a donc une colique néphrétique simple. Il ne faut pas oublier de dire qu'elle est à droite. Donc là, en tant que D4, ce qu'il ne faut absolument pas oublier, et ce qui fera la différence, c'est situer, localiser la colique néphrétique, donc elle est à droite, et préciser, à chaque fois, préciser si elle est compliquée ou simple. Là, elle est simple. Et ça, c'est vrai pour le diagnostic de ce cas clinique, c'est vrai pour tous les diagnostics. À chaque fois qu'on vous pose une question diagnostique, vous devez penser non seulement au diagnostic positif, vous devez penser au diagnostic étiologique. Ici, on ne l'a pas. Vous pourriez rajouter, mais ça, c'est la question 2, on va le voir plus tard, mais s'il n'y avait pas eu la question 2, vous auriez dû probablement, en réponse à la question 1, vous auriez dû préciser l'étiologie éventuelle de cette colique néphrétique. Vous devez préciser non seulement l'étiologie, mais préciser la localisation, un diagnostic de localisation, et vous devez enfin préciser un diagnostic de gravité. Donc, 4 éléments à chaque fois qu'il ne faut pas oublier quand vous avez une question diagnostique.
Maintenant, on vous pose la question des étiologies. Donc, bien évidemment, si on vous pose la question maintenant, c'est qu'il ne fallait pas y répondre juste avant. Hein. Quelles sont les différentes étiologies possibles d'une colique néphrétique chez une femme jeune qui est enceinte? Bon, là, vous connaissez votre cours, vous savez que la première cause de colique néphrétique chez quelqu'un de jeune, c'est une cause lithiasique. Hein. Il n'y a aucun mystère là-dessus, c'est dans tous les bouquins. Chez une femme enceinte plus particulièrement, et donc là il faut rester collé au cas clinique, chez une femme enceinte, quelle est la cause possible d'une colique néphrétique, d'autant plus si c'est à droite? Ben, c'est une origine gravidique, hein, c'est l'utérus qui comprime l'urtère droit de manière le plus souvent intermittente d'ailleurs, et donc cette compression extrinsèque entraîne de manière intermittente une hyperpression dans les cavités rénales droites, ce qui entraîne ce symptôme qui est la colique néphrétique. L'autre cause, par argument de fréquence, c'est une femme jeune. L'autre cause, c'est une cause lithiasique, en précisant non seulement l'étiologie, mais la localisation. Hein, la localisation qui peut être soit urétérale, soit piélique. Hein, forcément, c'est au-dessus de la vessie pour que ce soit une colique néphrétique. Et c'est à droite. La question 3 concerne votre prise en charge en urgence, votre prise en charge thérapeutique. Comment est-ce qu'on traite une colique néphrétique aux urgences? Et une colique néphrétique simple. Aux urgences, ce qu'on traite, c'est l'urgence. Quelle est l'urgence chez cette patiente? C'est la douleur. Elle a une colique néphrétique, donc elle a une douleur. Cette patiente, cette douleur n'est pas associée à un quelconque signe de gravité. Signe de gravité, ça pourrait être soit la fièvre, donc qui ferait penser à une pyélonéphrite aiguë obstructive, soit une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale, donc vous y penseriez s'il y avait une élévation de la créatininémie, vous y penseriez si la colique néphrétique était bilatérale, puisqu'on a 2 reins, vous y penseriez si la patiente était anurique, si la patiente n'avait qu'un rein fonctionnel, mais là, ce n'est pas le cas. Donc comment est-ce qu'on traite une colique néphrétique simple aux urgences? C'est un traitement symptomatique. On ne traite jamais en urgence une étiologie. Ça n'existe pas. Vous ne verrez nulle part en médecine un traitement en urgence d'une étiologie particulière. On traite soit les complications, en particulier aux urgences, hein, soit les complications de l'étiologie, soit les signes de gravité. On traite la complication, on ne traite pas l'étiologie. Donc ici, c'est la douleur. On traite les symptômes en urgence. Donc le mot-clé, c'est traitement symptomatique. Qu'est-ce qu'un traitement symptomatique antalgique? Hein, c'est évidemment les antalgiques. On est aux urgences, la patiente a très mal, on lui met une perfusion, on lui donne des antispasmodiques. Et ce qu'on ne lui donne pas, par contre, c'est des AINS. Une colique néphrétique simple, si elle n'était pas enceinte, on pourrait lui donner des AINS. Là, on ne lui donne pas des AINS. Hein, donc là encore, il faut coller au cas clinique. Ce qui fait partie du traitement, et là c'est un problème de méthodologie, il ne faut pas oublier la surveillance. Comment est-ce qu'on surveille cette patiente dans le cadre du traitement antidouloureux? Ben, on surveille la douleur. Mais là, c'est un cas particulier, cette patiente elle est enceinte. Si vous ne mettez pas qu'on surveille pas seulement la mère, mais qu'on surveille le bébé, ben vous avez 0 à la réponse. Hein, c'est ça la difficulté dans ce cas clinique, c'est la spécificité du cas clinique. On surveille le fœtus. Comment est-ce qu'on surveille le fœtus? C'est très simple. On enregistre ses battements cardiaques, donc enregistrement électrocardiotocographique. Question 4. Vous avez traité cette patiente en urgence, vous lui avez donné un traitement symptomatique. Vous imaginez, bon, on ne vous donne pas la réponse, mais vous imaginez que ça a fonctionné, que la patiente est moins douloureuse. Maintenant qu'on est au calme, qu'on a traité l'urgence, on va s'intéresser à l'étiologie. Il y a une logique dans ce cas clinique. Vous aviez 2 hypothèses diagnostiques. Une première hypothèse, c'était la lithiase, et une deuxième hypothèse, l'origine gravidique. Donc, pas de lithiase, a priori, juste une compression extrinsèque par l'utérus. Quel examen morphologique peut-on proposer à cette dame? Cette question est très simple. Je dirais que la question subsidiaire, c'est quels examens morphologiques on ne pourrait pas conseiller à cette dame. Hein. Il y a très peu d'examens qu'on peut proposer à une femme enceinte. Le seul examen morphologique qu'on peut lui proposer, c'est une échographie.
hein. Donc ne lui faites pas de scanner, ne lui faites pas de radiographie standard, elle est enceinte. Faites-lui une échographie. Cette échographie, il faut qu'elle soit rénale et vésicale. On peut essayer d'observer, d'objectiver un calcul au niveau de l'urtère, c'est difficile. À l'échographie, ce n'est pas un bon examen. Ici, c'est l'examen qu'on choisit parce que cette patiente est enceinte, mais ce n'est pas l'examen de référence. L'examen de référence pour l'appareil urinaire, pour la recherche de calcul en particulier, c'est le scanner sans injection. On verra un calcul dans 100% des cas s'il existe, hein, donc sensibilité de 100%. Et si on ne voit pas un calcul, c'est qu'il n'y a pas de calcul. Là, on fait une échographie, ce n'est pas un bon examen. Qu'est-ce que va nous apporter l'échographie? On peut rechercher des signes indirects liés à l'obstacle, liés à l'hyperpression dans les cavités rénales, donc une dilatation des cavités piélo-calicielles droites. On peut rechercher l'étiologie en elle-même, donc la présence d'un calcul. Et enfin, on peut rechercher une complication. Là, ce n'était pas compté, il n'y avait pas de point pour cette réponse, mais on peut rechercher une infiltration périrénale. L'infiltration périrénale, dans un contexte d'hyperpression des cavités, ça veut dire qu'il y a une rupture et il y a un urinome, donc il y a de l'urine qui est allée s'infiltrer autour du rein. Donc la bonne réponse était échographie rénale. Cette patiente, vous l'avez traitée, vous avez traité les symptômes, elle quitte les urgences et elle revient une semaine plus tard avec le même tableau, mais un symptôme en plus. Elle a le même symptôme qu'avant, le symptôme de colique néphrétique. Donc elle a une récidive douloureuse, donc colique néphrétique droite, d'accord? Mais en plus de ça, elle a un deuxième symptôme, c'est la fièvre. Colique néphrétique isolée égale colique néphrétique simple. Colique néphrétique avec d'autres signes, avec de la fièvre, ça, c'est une colique néphrétique compliquée. Et il n'y a qu'une seule complication possible, il n'y a qu'un seul diagnostic possible, colique néphrétique plus fièvre, le seul diagnostic possible, c'est pyélonéphrite aiguë obstructive. Ce n'est pas une pyélonéphrite aiguë. Une pyélonéphrite aiguë, ce n'est pas grave. Une pyélonéphrite aiguë, c'est quelque chose d'absolument classique, c'est d'une banalité affligeante. Des tas de gens viennent en consultation pour pyélonéphrite aiguë, on leur donne un traitement ambulatoire, ils rentrent chez eux et ça se passe très bien. La pyélonéphrite aiguë obstructive, c'est une complication gravissime parce que les urines qui sont infectées, elles sont bloquées, elles sont sous pression, elles sont bloquées au-dessus d'un obstacle. Donc ça tue les patients. C'est une urgence thérapeutique, et vous devez bien connaître ce terme. Hein. La réponse, ce n'est pas colique néphrétique fébrile, on vous demande un diagnostic, on ne vous demande pas d'énoncer les symptômes que présente cette patiente. En effet, elle a une colique néphrétique fébrile, ça ce sont ses symptômes. Vous donnez un diagnostic, le seul diagnostic possible, c'est pyélonéphrite aiguë obstructive, en précisant le diagnostic de localisation à droite. Quelle est votre prise en charge? Quelle est la prise en charge d'une colique néphrétique compliquée? Il n'y a qu'une seule prise en charge possible en urgence, c'est une urgence thérapeutique. Là encore, on va traiter non pas l'étiologie, on va traiter la complication. La complication, c'est l'infection qui est en amont d'un obstacle qui est collecté en quelque sorte dans les cavités piélo-calicielles du rein droit. Il faut à la fois drainer la patiente et traiter l'infection. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, bien évidemment, qui dit infection dit antibiothérapie, en précisant bien sûr, à chaque fois que vous prescrivez une antibiothérapie, en précisant le mode d'administration, la nature de l'antibiotique et les objectifs. Bon, les objectifs, c'est un antibiotique qui tape sur des germes urinaires. On le donne comment? On le donne par voie intraveineuse, c'est une urgence, c'est une infection grave, on donne 2 antibiotiques. Vu qu'on en donne 2, on fait en sorte qu'ils agissent de manière synergique. Et bien sûr, il faut qu'ils soient bactéricides, hein. Ils ne vont pas être bactériostatiques, il faut absolument qu'ils soient bactéricides. Cette antibiothérapie, on la débute après les prélèvements bactériologiques. Je pense que ça ne doit plus poser de problème pour vous
en D4. Il ne faut jamais l'oublier à chaque fois que vous prescrivez une antibiothérapie. Et après, on peut donner un exemple, hein, mais tous les exemples sont possibles. Là, en l'occurrence, ce qu'on donne le plus souvent, c'est une céphalosporine de 3e génération associée avec un aminoside. Mais on aurait pu donner d'autres choses, hein, mais ne pas donner d'antibiotiques qui soient nocifs pour le bébé. Hein. Les C3G et les aminosides ne sont pas nocifs. Si on donne l'antibiothérapie seule, la patiente va mourir. Parce que les antibiotiques ne vont pas traiter l'urine purulente qui est en amont, bloquée en amont de l'obstacle. Les antibiotiques seuls n'arriveront pas à régler le problème. Il faut absolument drainer les urines du rein droit. Donc c'est un drainage des urines. Il ne faut pas juste marquer drainage des urines. On peut drainer les urines vésicales. Ça ne changera rien au problème chez cette patiente. On peut lui mettre une sonde vésicale, ça ne va strictement rien changer. Il faut spécifiquement drainer les urines en amont d'un obstacle qui est sur les voies excrétrices du rein droit. Comment on draine les urines du rein? On monte une sonde double J. Cette sonde double J, on la met en place au bloc opératoire. C'est une intervention chirurgicale qu'on pratique en urgence. Que vous ayez mis ou pas sonde double J, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut juste marquer et préciser absolument, c'est que vous avez compris quelles étaient les urines qu'il fallait drainer. Si vous marquez drainage des urines en amont de l'obstacle, donc du rein droit, vous avez tous les points. Certains chirurgiens mettront une sonde double J droite, comme celle-ci. Donc une sonde double J, c'est une petite sonde interne qui va du rein à la vessie et qui a une boucle à chacune de ses extrémités afin de ne pas bouger. Ça, c'est une manière de drainer les urines du rein droit. On aurait pu mettre une autre sonde, une sonde urétérale classique, donc une petite sonde droite qui va du rein jusqu'à l'extérieur. Donc elle sort, chez cette patiente, elle sort par le méa urétral au niveau de la vulve. C'est un autre moyen de drainer les urines. Vous comprenez tout de suite que dans un cas, il y a une sonde interne, donc c'est quand même assez sympa pour la patiente. Dans l'autre cas de figure, on a une sonde qui sort à l'extérieur. C'est moins sympa pour la patiente. Ça veut dire que de toute façon, elle ne pourra pas rentrer chez elle comme ça. Il faudra faire une deuxième intervention chirurgicale ou régler le problème étiologique avant qu'elle sorte de l'hôpital. Donc on essaie au maximum de mettre une sonde double J. Et je vais vous expliquer dans quel cas on n'a pas le choix et dans quel cas on est obligé de mettre une sonde urétérale comme celle-ci. Pour bien comprendre comment on draine les urines, vous ne devez pas absolument connaître par cœur l'intervention chirurgicale, mais pour bien comprendre, il faut déjà comprendre qu'on va dans la vessie. On a une caméra qui est là, un optique qu'on rentre par la vulve au niveau du méa urétral et on arrive dans la vessie. Donc on fait une cystoscopie. Et là, on va voir quoi? On va voir les deux méas urétéraux. Vous avez introduit votre cystoscope par le méa urétral, vous arrivez au niveau du col vésical, donc l'entrée de la vessie. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous rentrez dans la vessie, vous allez rechercher les méas urétéraux, là vous en voyez un, et vous allez introduire un fil guide par le méa urétéral. Ce fil guide va monter dans l'urtère, et avec l'amplificateur de brillance, vous allez le voir apparaître sur votre écran de radiologie, et ce fil guide va boucler dans les cavités rénales. Vous allez monter sur le fil guide la sonde urétérale que je viens de vous montrer tout à l'heure. Cette sonde urétérale, vous la voyez apparaître sur cette image. Vous enlevez le fil guide, donc là on va voir le fil guide qui va disparaître, et vous allez injecter du produit de contraste. Le produit de contraste ici se répand dans les cavités rénales qui sont dans ce cas précis très dilatées. Il ne s'agit pas de cette patiente forcément, c'est une vidéo standard. Vous voyez la dilatation des cavités rénales et vous allez aussi pouvoir aspirer l'urine par la sonde urétérale qui ressort à l'extérieur et vous allez voir soit des urines propres, qui sont infectées mais qui ne sont pas purulentes, soit des urines purulentes, épaisses, qui ont la couleur d'une purée de pois, et
C'est ça qui va vous dicter si vous pouvez mettre une sonde double J ou une sonde urétérale. Si les urines sont propres, si elles sont liquides, vous pouvez mettre une sonde double J, ça permettra de bien drainer le rein, de drainer les urines du rein vers la vessie. Si les urines sont purulentes, si elles sont épaisses, si vous mettez une sonde double J dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle va se boucher dans les 10 secondes. La sonde double J, je vous l'ai montré, c'est très fin. Ça ne permet pas de drainer des urines épaisses. Donc dans ce cas-là, vous mettrez une sonde urétérale comme celle-ci. Cette sonde urétérale qui fait à peu près le même diamètre que la sonde double J va elle aussi se boucher dans les 10 secondes de la même manière. Elle ne drainera pas mieux les urines. Par contre, vu qu'elle sort à l'extérieur, vous pourrez faire des petits lavages avec du sérum physiologique toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, ce qui permettra de laver le rein pendant l'hospitalisation et ce qui permettra d'aider le drainage urinaire. Donc c'est vraiment ça qui pousse ou pas à mettre une sonde double J ou à mettre une sonde urétérale. Si vous mettez la sonde urétérale, si les urines sont purulentes, vous mettez une sonde urétérale. La sonde urétérale, vous la voyez là, elle sort. Cette sonde urétérale, pour pas qu'elle tombe, vous l'accrochez à une sonde vésicale qui, elle, va dans la vessie. Et c'est l'aspect que vous avez en post-opératoire. Si les urines, maintenant, ne sont pas purulentes et que vous décidez de mettre une sonde double J, là, vous avez sur cette vidéo une montée de sonde double J. De la même manière, vous allez dans la vessie, vous voyez un des méa urétéraux, vous voyez l'autre méa urétéral, hein, là on est à droite, comme chez cette patiente. Vous montez de la même manière le fil guide avec la sonde urétérale qui va monter sur le fil guide, qui va permettre de faire l'opacification et permettre de récupérer les urines. Les urines ne sont pas purulentes, vous décidez de mettre une sonde double J. On va voir, donc là on a retiré la sonde urétérale et maintenant on monte la sonde double J. Cette sonde double J, donc vous l'introduisez avec un petit poussoir, vous la faites coulisser sur le fil guide. Elle est sur le fil guide et quand son positionnement vous paraît satisfaisant au niveau du rein, eh ben vous enlevez le fil guide et ce qui permet de la larguer. Là, on va retirer le fil guide et ça va permettre de la larguer dans la vessie. Voilà, vous avez largué la sonde double J, elle boucle dans la vessie, elle boucle dans le rein, c'est une sonde interne et elle permet de drainer les urines. Ça, c'est un drainage des urines en amont d'un obstacle urétéral ou d'un obstacle piélique, d'un obstacle au-dessus de la vessie. Voici l'aspect que vous avez en post-opératoire. Cette sonde, elle boucle dans le rein, elle boucle dans la vessie, tout va bien, la patiente est drainée. Grâce à vos soins, donc vous avez donné les antibiotiques, vous avez drainé la patiente, vous l'avez surveillée bien sûr, hein, de manière systématique. L'évolution est favorable. Donc vous avez traité la complication. On ne vous a rien dit sur l'étiologie. Hein, vous avez traité la complication de la colique néphrétique et l'évolution est favorable. La patiente accouche à terme sans complication. Elle revient vous voir en consultation pour la suite de la prise en charge. Qu'est-ce que la suite de la prise en charge chez une patiente qui a une colique néphrétique ou qui a eu une colique néphrétique, qui s'est compliquée, vous avez réglé le problème de la complication, ça vous l'avez traité, la complication c'était l'infection, vous avez drainé les urines, vous avez levé l'obstacle et vous avez donné des antibiotiques, il n'y a plus de complications. La colique néphrétique c'est un symptôme, vous lui avez donné des antalgiques, en mettant la sonde double J, vous avez réglé le problème des douleurs, vous avez réglé le problème de la colique néphrétique. Qu'est-ce qui reste chez cette patiente? Il reste deux choses. Il reste l'étiologie. L'étiologie, on a vu tout à l'heure et on a même répondu, il y en a deux possibles, hein, deux étiologies possibles, soit un calcul, soit pas de calcul, mais c'est l'utérus qui comprime. Et qu'est-ce qui reste d'autre? Eh bien, il reste la sonde double J.
Cette patiente, elle est drainée. Elle a une sonde double J, elle a un corps étranger dans le corps. Donc, on prescrit un scanner abdominopelvien sans injection de produit de contraste. Et cet examen, bien sûr, il va vous servir à enfin connaître l'étiologie des coliques néphrétiques que cette patiente a eues pendant sa grossesse. Donc, d'une part, c'est l'examen de référence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne pouvait pas le faire avant parce qu'il y avait le bébé. Maintenant, elle a accouché, on peut faire le scanner sans problème. Et sur ce scanner, s'il y a un calcul, on le verra. Donc, évidemment, il faut rechercher une lithiase. Évidemment, d'autres étiologies sont possibles. Mais là, clairement, une patiente jeune, vos deux hypothèses diagnostiques principales, c'était soit une origine gravidique. À ce moment-là, si c'était une origine gravidique, ben, l'étiologie a été traitée d'elle-même par l'accouchement. Et si c'est une origine lithiasique, vous le verrez sur le scanner. Ce scanner est normal. Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que soit c'était un calcul, mais il n'y en a plus, donc elle a pissé son calcul, soit il n'y avait pas de calcul, et l'origine de la colique néphrétique, c'était une origine gravidique, c'était l'utérus. Ce scanner est normal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne va pas dire à la patiente « Au revoir madame ». Je vous ai dit qu'on lui avait traité la complication de sa colique néphrétique, on lui avait drainé les urines. Il faut bien sûr enlever, il ne faut jamais oublier d'enlever la sonde double J. Donc, on retire la sonde double J. Pourquoi? Elle ne sert plus à rien, il n'y a plus d'obstacle, donc on peut la retirer, et il ne faut pas oublier de la retirer. Si vous laissez cette sonde trop longtemps, elle va se calcifier, elle va s'incruster, elle va s'obstruer, entraîner des douleurs, et à terme, détruire le rein. Donc, vraiment, il faut systématiquement penser à retirer la sonde double J. Comment est-ce qu'on retire une sonde double J? Très simplement, en consultation, on fait une fibroscopie souple, on repère la sonde double J qui est dans la vessie, et on va la chercher avec une pince qui est là, une pince crocodile. On la prend et on tire dessus, tout bêtement, et on la retire. En conclusion, ce cas clinique était facile, c'est un cas typique, hein, c'est une observation clinique qu'on peut voir quasiment toutes les semaines aux urgences. Donc, ça ne posait pas de difficulté en termes de cours. Ça posait une difficulté méthodologique en termes de compréhension du cas clinique, en termes de logique. Ça posait une difficulté supplémentaire en termes de prise en charge de manière horizontale de la patiente. Penser à la fois au bébé, penser à la mère, ne pas penser qu'aux problèmes urologiques, ne pas être obnubilé par la colique néphrétique. Il fallait penser évidemment que cette femme était enceinte, qu'il y avait des examens contre-indiqués, qu'il y avait des médicaments contre-indiqués et qu'il fallait surveiller le bébé. Donc, en conclusion, connaissez votre cours. Hein. Vous n'aurez plus aucun problème avec la colique néphrétique si vous comprenez que c'est un symptôme, si vous comprenez qu'il y a deux complications dont la pyélonéphrite aiguë obstructive. Et si vous connaissez bien votre cours, vous pourrez penser et vous concentrer sur la spécificité du cas clinique. Et dans ce cas précis, c'était le fait que la femme soit enceinte. Les items abordés étaient bien sûr les douleurs abdominales et lombaires chez l'adulte, les douleurs abdominales plus spécifiquement chez la femme enceinte, et enfin la lithiase urinaire qui est la première cause de colique néphrétique.